Lucydélique. Et en fait, moi, justement, il y a un autre sujet que je voulais aborder. Oui, allons-y. En fait, qui est le Festival international de chamanisme comme espace de recomposition personnelle et collective. Et en tant que, en fait, un phénomène que je trouve extraordinairement important. Alors, si on dit synchronicité, t'es grillé, mais si tu parles de, tu vois, on connaît la dérive psychogéographique des situationnistes. Oui. Et lorsque, enfin, l'expérience du festival, elle offre une singularité qui est cette pluralité rassemblée et cette navigation libre en fonction de beaucoup de paramètres que chacun va choisir. Et je trouve que ça, c'est une dimension de l'expérience du festival qu'à un moment donné, je m'étais dit, c'est intéressant à partager, parce que sur Lucydélique, tu vois, dans son format Lucydélique, pardon. Moi, souvent, je déconne sur Psychédéclique. Psychédéclique et des claques. Mais tu as le déclic. Non, mais du coup, je me disais, tu vois, pour faire le lien avec des gens qui, justement, peuvent faire quelque chose qui a à voir avec le voyage, dans une dimension complètement, enfin, sans substance, en état ordinaire de conscience immédiat, mais avec des cérémonies qui déclenchent des choses d'un autre ordre. Et je trouvais que c'était vachement riche d'avoir une approche, comment dire, concrète, non survendue sur les croyances, non centrée sur les croyances, genre vous allez vivre la rencontre avec les esprits, c'est pas le propos. Oui, c'est intéressant parce que c'est un voyage dans les civilisations. Et dans la vision du monde. Et dans les échos personnels que ça fait, dans voilà. son inconscient, et du coup, on peut avoir un discours assez propre. Vas-y, à toi l'honneur. Ok. Merci de nous accueillir. Alors, je suis Étienne Armand Amato, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication, et je suis avec Philippe Bopola, oui, c'est ça, qui est le directeur scientifique du Festival international de chamanisme, où nous nous trouvons à l'instant même pour ce nouveau magazine sur lequel nous sommes curieux d'en voir les suites. Et donc là, je parlerai à la fois en tant que festivalier. Oui, c'est bien, parce que tu es observation participante. Absolument. Donc c'est vrai que j'ai une formation dans le domaine, j'ai une formation en ethnométhodologie appliquée à l'informatique et au monde virtuel. Et il se trouve que, justement, un petit parallèle amusant, en 2001, je faisais l'expérience des mondes virtuels en tant que barde d'un collectif, donc Bard Celtic, qui pouvait soigner ses camarades dans un jeu qui s'appelle Dark Age of Camelot. Et je repensais justement, en faisant l'expérience du festival, à la manière dont les jeux vidéo ont pu évidemment s'inspirer des cultures, des fantaisies, c'est évident par la fiction. Et je me disais, mais en fait, ça réveille quelque chose au fond de moi, qui était cette exploration libre d'un espace où des gens sont en train de s'inventer aussi des missions, des identités, ou en tout cas de s'explorer, à minimum. Et au-delà de la comparaison entre le Festival international de chamanisme et un jeu vidéo sur lequel on pourrait me dire que j'ai une déformation professionnelle, parce que je suis passionné par le jeu vidéo, j'avais envie d'évoquer avec toi, Philippe, les échos que les participants peuvent fournir autour de cette expérience d'une pluralité de traditions rassemblées dans un espace somptueux de tipis, de composition naturelle, qui est une possibilité justement en lien avec le psychédélisme, avec la culture de la rencontre du kairos, la rencontre opportune, du hasard, de la dérive psychogéographique tant aimée par les situationnistes. Donc j'allais dire pas errance, mais cette exploration. Oui, c'est plutôt une exploration. Ça dépend de l'âge des participants, mais par exemple, on s'est rendu compte que certaines personnes arrivées à un cycle de leur vie ont besoin de contribution. De contribution, de participer eux de contribuer à l'équilibre de la planète. Ah oui, d'accord, de participer. Voilà, alors Frédéric Hudson, qui était un coach américain, avait remarqué que dans la vie, on est accompagné par des passions. Il y en a, c'est la puissance personnelle, d'autres, c'est la réussite, qu'elle soit financière ou en notoriété, d'autres, c'est la vie privée, d'autres, c'est le côté ludique, d'autres, c'est l'utilitarisme, la contribution, le service, la quête de sens. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, c'est intéressant, sur 13 ans, on a de plus en plus de gens jeunes qui sont en quête de sens. Voilà. Et on a des gens qui ont besoin dans leur vie de mettre de la contribution. Contribution pour équilibrer la planète, etc. Donc c'est vraiment un voyage. Beckett disait, on voyage
non pas pour voir de nouveaux paysages, on n'est pas assez con pour faire ça, c'est ce qu'il dit, hein, si je le cite. Mais en fin de compte, c'est un voyage dans les civilisations, c'est une sorte de voyage dans le temps où effectivement on s'aperçoit que il y a eu des cultures qu'on a appelées tour à tour primitives parce qu'on ne les comprenait pas, après premières, racines, traditionnelles, qui ont établi avec la nature des relations beaucoup plus intimes, beaucoup plus simples. Et c'est ça dont les gens ont besoin. Dans cette période où l'Occident est en train de connaître un effondrement, on s'aperçoit que la relation de l'homme à la nature, la relation de l'homme avec le supérieur, qu'on peut appeler ça le haut, le monde invisible, la spiritualité, c'est ce qui manque ici. Donc ils sont fascinés par ces cultures, parce que ces cultures leur apportent d'une certaine façon l'antidote de ce qu'ils n'ont plus ici. Et beaucoup de gens souffrent d'un manque de racines. Et il y a un proverbe qui dit « si tu ne sais pas où tu vas, sache d'où tu viens ». Donc les chamans nous ont fait des confidences. Hein. Tu les reconnais. C'est qu'ils sont toujours étonnés quand on essaye de trouver des racines qui ne sont pas les nôtres. Il y a une petite anecdote, il y a dans le Périgord noir, le festival international du chamanisme fait aussi le festival du film chamanique international. Et on a fait venir des chamans qui venaient d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, des Inuits, etc. Et ils ont été étonnés qu'on les fasse venir parce qu'ils disent ici vous avez une terre chamanique, effectivement. Dans la préhistoire, il y a eu des activités chamaniques fortes et eux ressentaient que ces énergies, il fallait les réactiver et qu'on n'avait pas besoin de les faire venir peut-être pour réouvrir l'énergie, mais on devait prendre le relais et non pas adopter des racines qui ne sont pas les nôtres. Je dirais que c'est la différence entre la haute couture et le prêt-à-porter. Le prêt-à-porter peut être une période transitoire, mais ce qu'il faut, c'est développer la haute couture et retrouver nos racines. Tout le chamanisme fait partie de l'humanité. Il n'y a pas un territoire, il n'y a pas eu de chamanisme, parce que finalement, c'est relationner avec la nature, établir une alliance avec le haut et avec le bas, et vous retrouvez ça partout. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud, du Nord, que ce soit en Australie ou dans n'importe quel territoire, il y a toujours eu cette dimension. Et oublier le chamanisme, c'est s'oublier soi-même en tant qu'humain. Alors effectivement, au-delà du diagnostic sur le manque de sens, il y a un aspect que, en tant que festivalier, je voudrais évoquer, c'est celui en fait d'avoir affaire à des univers symboliques et des dimensions rituelles et cérémoniales qui permettent à chacun en fait d'être en navigation, selon des stratégies variées. Hier, je parlais avec un festivalier qui me disait avoir fait son programme et que justement la liberté, c'était quelque chose qui se préparait très précisément et que loin d'être enfermé dans son programme des activités, pour lui ça le libérait. Et à l'inverse, moi j'évoquais ma façon très libre navigateur à la recherche des... Stochastique. Voilà, un peu chaotique au sens où les indices... C'est très psychédélique. Alors voilà, ça rejoint le psychédélisme parce que... La sérendipité, la projection de sens. C'est vrai que le cerveau, l'être humain est un être qui ne peut manquer de projeter du sens dans tout ce qui arrive, et par des phénomènes assez amusants. J'ai presque l'impression, très rationnellement, d'expérimenter mes propres biais cognitifs à travers tout un tas de phénomènes qui tiennent du signe, de l'indice, de la confirmation, d'hypothèses qu'on se fait et qui vont être jouées par la suite du séjour. Et ce qui m'a vraiment troublant, c'est que le cadre posé, cadre de bienveillance, cadre de tolérance, cadre de rapports relationnels qui sont aussi propres des zones alternatives, en fait, des contre-cultures qu'on retrouve dans certains festivals libres techno, dans des mondes dignes des autogestions d'artistes, par exemple. Et il y a une profonde capacité des uns et des autres à se repositionner assez plastiquement, en fonction de déception, de joie, et à s'entraider aussi, à se donner des petites astuces en disant « Tiens, j'ai entendu ça » ou j'ai eu actuellement... par exemple, là, j'ai partagé un deuil avec quelqu'un et puis il me disait hier j'ai appris le deuil au moment même où je pouvais aller m'en confier à d'autres. Enfin, du coup, des coïncidences que d'autres appelleront facilement synchronicité et qui participent d'une sorte de voyage dans un monde autre, dirait Yann Kounen, il était invité à participer. Et du point de vue phénoménologique, donc de l'expérience subjective, je trouve que en parallèle avec les voyages psychédéliques,
et donc sans substance et sans effets, disons, chimiques, si ce n'est celui d'un chant, d'un tambour, et on sait combien les cérémonies activent tout un tas, la danse, les gnawa, que j'ai découvert cette année, qui sont réputés pour leur trance, et un de mes maîtres, entre guillemets, si j'en ai, Georges Lapassade, qui est que j'ai eu en professeur. Il a écrit sur la trance et les gnawa. Absolument, et son nom était évoqué par les gnawa, alors j'ai vu le clin d'œil, évidemment, chacun se reconnaît, mais cette capacité donc à vivre des états de conscience modifiés par le cadre et le cérémonial et les outils qu'on connaît, d'une façon saine, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des détournements, mais moi, ma vision de festivalier, c'est qu'il y a tellement de culture ici que, par définition, on n'est pas dans un prosélytisme. Elle s'annule. Enfin, c'est pas qu'elle s'annule toutes, c'est qu'elle se compose, elle s'ajuste toutes. Oui, puis ça, elles sont complémentaires. Elles sont complémentaires, donc on n'est absolument pas dans le supermarché du plus offrant qui dira venez chez moi, vous aurez la vérité, pas chez l'autre. Donc au contraire, vous avez réussi à faire. Garantie le paradis. C'est ça, vous avez fait une alliance entre les différentes traditions. Et du coup, ce voyage un peu proche d'un voyage, psychédélique au sens propre, hein, c'est-à-dire soit qui révèle l'âme, soit qui bouscule et qui aussi trouble, enfin fait vibrer. C'est une catharsis aussi, hein, au sens où l'entendait Aristote, c'est-à-dire que le spectacle avec des symboles percute à l'intérieur de soi et donc ça fait vivre des expériences. Hein. C'est ça la catharsis, c'est la purification de l'âme. C'est ça. J'ai l'impression que pour certains participants, c'est comme si ils nourrissaient leur âme vibre différemment, ils retrouvent des sensations, des valeurs que j'avais pas l'habitude de vivre dans leur civilisation. Oui, et qui sont au cœur en fait d'une vie en commun nourrie par le symbole. C'est ça. La poésie, parce que c'est vrai que à minima, il y a des effets poétiques, mais au sens vraiment de la puissance poétique. Hein. La poésie qui nous emporte dans l'émerveillement. Le barde, c'est ça, il utilise la poésie du verbe, la musique. L'émerveillement, le lien avec les êtres. Ici on est dans un domaine avec des arbres magnifiques, et du coup on les découvre. Presque avec des yeux nouveaux, j'allais dire ancestraux, je ne sais pas, mais en tout cas des yeux d'admiration. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est une thérapie par les symboles, ça c'est tout à fait exact. Et donc on est dans un monde où de plus en plus on a appauvri la signification des symboles. On les a réduits d'ailleurs, c'est la science, les mathématiques. Pour eux, le symbole, elle a une signification, point barre. Le symbole, par définition, est polysémique. Et donc, effectivement, les gens replongent dans un univers de symboles. Le symbole s'adresse au conscient, mais surtout à l'inconscient. La bienveillance est très importante dans un monde où les gens sont de plus en plus agressifs. Là, on s'aperçoit qu'on se lève le matin, les gens nous sourient. Par exemple, ce qui est très révélateur, moi j'avais été consultant à l'UNESCO pendant 1 an et demi, et puis à un moment donné, avec un copain, on faisait la queue pour aller au self-service. On a eu l'idée de dire, il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors là, tout le monde s'est rué. Donc les mêmes qui étaient dans une conférence sur la faim, là, c'est pas du tout le cas. Il y a une réelle bienveillance parce qu'on en a besoin. Et on retrouve confiance en la nature humaine. Ah, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que c'est une dimension fondamentale de l'autogestion. Les expériences en fait, de mise en responsabilité des êtres, qui est une compétence qu'on a un peu décapacité les personnes. Moi, je parle beaucoup de décapacitation par le fonctionnalisme, par le caractère instrumental. C'est-à-dire chacun sa tâche, chacun sa mission, et donc un découpage des choses qui a bien été connu dans le management avec le retour du toyotisme où on faisait réintégrer les personnes dans le process global, mais aujourd'hui ça se fait avec d'autres manières de parler du management émergent, horizontal. Mais en tout cas, responsabiliser les gens dans leur interdépendance. Voilà, si je fais la tête, d'autres vont faire. Enfin, il y a des effets de chaîne. Et du coup, moi je pense que dans la culture psychédélique, la prise de risque qui correspond au fait de vraiment se sortir de l'armure, enfin, on a souvent comparé pour beaucoup la bombe atomique dans l'espace physique avec la bombe LSD. Et moi-même ayant rencontré Albert Hoffman à 18 ans, il m'a dédicacé avec le dessin de la molécule son livre LSD 25, Mon enfant terrible. Donc
sait tous que ça a beaucoup été comparé à une bombe atomique mentale qui va complètement, disons, désintégrer ou en tout cas déstructurer, fissurer l'armure de nos certitudes, de nos enfermements et obliger à reconstruire. Alors évidemment, c'est une métaphore inquiétante parce qu'on ne faudrait pas se faire ravager par une bombe atomique, mais dans l'angoisse que ça a suscité, c'est le parallèle était fait. Et donc la déconstruction, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup de déconstruction, de capacité de remise à distance de nos valeurs, de nos discours, de nos manières de vivre ensemble, de nos conditionnements, la culture psychédélique l'a beaucoup fait. Et je trouve que le Festival international de chamanisme, en venant avec un regard alors, au niveau scientifique de comment les personnes vont se mettre à composer ensemble des situations, à agencer des dispositifs, qu'ils improvisent et qui parfois sont très réglés parce qu'il y a un garant, mais hier on l'a vu à la cérémonie des différents éléments, il y avait un côté un peu chacun proposé, participatif, un côté tâtonnant qui est presque une prise de risque collective à ne pas savoir finalement, et j'ai trouvé ça très touchant à certains égards. Et du coup, on retrouve dans le monde du psychédélisme une forte responsabilisation, une cogestion, on est tous dans un voyage où chacun compte et il y a une responsabilité très élevée parce que c'est comme faire de l'alpinisme que de prendre une substance psychédélique, d'après ceux qui le disent. On ne peut pas se permettre de dévisser, on est tous en chaîne. Il faut qu'il y ait un premier de cordée, mais le premier de cordée, il a la responsabilité des autres et chacun en descendant un étage inférieur a la responsabilité des autres. Ça. Et finalement, ce n'est pas nécessairement une hiérarchie, c'est plus une codépendance par des rôles spécifiés qui rejoint une conférence que tu menais hier sur... la hiérarchie. Moi, quand on dit aux gens, vous êtes des terronautes, vous êtes sur la Terre comme un astronaute et dans un vaisseau spatial. Et dans un vaisseau spatial qu'on appelle la Terre, et ça nous met dans le statut de terronaute, on a tout de suite une responsabilité. Parce que quand on est dans un vaisseau spatial, on sait très bien qu'on est unis. Si le vaisseau il capote, c'est tout le monde qui meurt. Absolument. Donc il y a une responsabilité de fait. Voilà. Oui. Et on voit ça dans le festival, c'est que les gens prennent très au sérieux ce qui est dit ici. S'ils viennent, c'est pas par hasard. Donc thérapie par les symboles, voyage dans l'imaginaire, voyage dans les civilisations, reconnexion, parce que c'est une forme de reconnexion à la nature. Effectivement, les gens redécouvrent un arbre. L'oie, par exemple, elle a fasciné tout le monde. Et les gens se reconnectent au monde minéral, au monde animal et au monde végétal. Et en ce sens, c'est une thérapie. C'est vrai. Et il y a aussi la dimension de reconnexion à soi qui est souvent portée par les différents discours qu'on entend. Oui. C'est-à-dire un rapport à soi, puisque le rapport à l'altérité, c'est-à-dire l'autre qui n'est pas moi, celui qui est habillé étrangement, celui qui parle une autre langue, il est évidemment pour moi essentiel dans la capacité à accueillir la différence, l'écart, l'étrangeté. Et donc en ethnologie, on est tous passionnés par l'altérité. Et ici, les altérités se mettent ensemble et du coup, chacun se trouve, par exemple, confronté à ses jugements faciles parfois. Et moi, je parlais avec plusieurs festivaliers qui me disaient... Voilà, c'est une école de non-jugement. On peut avoir des gens qui vont être très spirituels, d'autres très matériels. Et moi, par exemple, je me suis amusé quelques années à vraiment avoir ce discours. Moi, je suis là avec une pensée anthropologique, des neurosciences. Une cérémonie, ça fonctionne pour telle raison. Alors là, ils étaient là, mais non, c'est des esprits. Enfin, pour certains, ils étaient un peu... Mais ils acceptaient ma position. Et j'ai trouvé ça riche, parce que moi, évidemment, j'acceptais la leur, au sens où c'est pas seulement une question de croyance, c'est une question de cadre pragmatique de... vécu. Et souvent, les croyances, c'est un mot pour aplatir le truc. Oui, c'est le mot fourre-tout qu'on met, c'est une croyance. Si on lit Claude Lévi-Strauss, il parle d'efficacité symbolique. Peu importe qu'une cérémonie fasse venir les dieux ou que ça soit une espèce de consensus collectif, une thérapie de groupe qui fonctionne, ce qui compte, c'est que ça fonctionne. Donc, voilà. Et ça marche dans ses effets. Il y aura toujours cette polémique, est-ce que c'est les dieux qui sont venus ou on a créé les dieux? En tous les cas, ce qui compte, c'est est-ce que la personne, le rituel auquel elle a participé a fonctionné pour elle. Et moi, j'ai vu des gens sortir de problèmes graves en venant faire une série, peut-être pas une fois dans le festival chamanique, mais toute une série. Si vous allez à Taquihuasi, au Pérou, vous allez utiliser une plante de pouvoir, l'ayahuasca. On va vous dire localement que vous avez contacté les dieux, mais en fin de compte, moi, j'ai vu les gens sortir de dépendance à la drogue, à l'alcool, avoir des problèmes, ça a marché. Donc l'efficacité symbolique. Il faut dire que la philosophie de la thérapie,
c'est celui qui guérit qui a raison. Donc celui qui guérit par les dieux, il a raison. Celui qui guérit par l'organisation, la thérapie de groupe, le dispositif symbolique, il a raison. Éveil de l'esprit et pop culture. Lucie Delic.